Je reviens de quelques courses et je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que j'ai pris des trucs un peu particuliers. Alors des choses que je prends très régulièrement et des choses que je prends un petit peu moins régulièrement. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Avant de vous faire un topo ou quoi que ce soit, je tiens juste à préciser que habituellement je fais mes courses dans un supermarché, tout ce qu'il y a de plus normal entre guillemets, donc conventionnel. Moi je fais mes courses chez Leclerc parce que j'habite en Bretagne et en Bretagne, il y a beaucoup de Leclerc. Voilà, je ne sais pas si vous saviez, mais Leclerc vient de Bretagne, vient de Landerneau, qui est littéralement à quelques kilomètres de chez moi. Et avant, je travaillais à Landerneau, mais enfin bon, bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que habituellement, je fais mes courses dans un supermarché conventionnel. Je prends pas mal de choses bio, notamment les fruits et les légumes, parce que moi, je les mange très souvent avec la peau, et aussi parce que ça va aussi avec mes valeurs, donc ça je vous en parlerai quand je vous ferai le petit épisode sur mon alimentation qui je pense va vous intéresser. Mais du coup, je ne vais pas en magasin bio. Les magasins bio, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis, sont de manière générale moins chers que le bio que vous achetez dans un supermarché conventionnel. Les supermarchés conventionnels, lorsque vous achetez du bio, littéralement vous volent, font des marges incroyablement élevées. Nous, c'est pour ça qu'on n'achète que les fruits et légumes bio. C'est parce que pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens d'acheter toute notre alimentation au bio, mais que je tiens à le faire pour certains produits et qu'on n'a pas le temps ni l'opportunité d'aller en supermarché pour les pâtes, le riz, etc. Puis en magasin bio pour les fruits et légumes, mais voilà, c'est pour ça que je fais ça en supermarché, mais je me fais avoir, je le sais, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que habituellement, je vais dans un supermarché, tout ce qui est de plus conventionnel, mais là, j'avais des courses un petit peu particulières à faire, et il y avait notamment, à côté de mes courses un peu particulières à faire, un magasin bio, donc j'y suis allée pour refaire les stocks de certains trucs, et du coup, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les choses un peu normales, entre guillemets, que j'ai l'habitude de prendre et que je suis allée pour le coup chercher en magasin bio. Donc première chose, il y a du lait de soja. Ensuite, il y a des skyrs végétaux, des skyrs de soja. Habituellement, je prends la marque Soja Sun, mais là, je suis allée du coup dans un magasin bio où je ne vais pas habituellement. Et ils ont la marque Les Prés d'Ariège, qui sont des skyrs de soja qui, je trouve personnellement, se rapprochent pas mal en fait du goût des produits laitiers d'origine animale, notamment d'origine de lait de vache. Donc j'aimais beaucoup ces produits-là quand j'en consommais, donc je suis contente d'acheter cette marque-là quand j'en ai l'occasion. Donc j'en ai pris 3, voilà. Et après, j'ai pris 2 trucs un peu particuliers que je ne prends pas habituellement, mais que j'aime prendre de temps en temps. Ce sont des genres de fromages végétaux, donc souvent à base de noix de cajou, à base de coco, etc. Ça, c'est un tartinable aux noix, donc c'est fait à base de soja et c'est quelque chose à tartiner, tout simplement. Et ça, c'est la marque J&Joy. Je ne sais pas si vous connaissez parce que voilà, c'est du bio. Ils le vendent aussi sur Internet et moi, j'en achète uniquement quand ils sont en réduction parce qu'ils sont pas mauvais, mais ils sont extrêmement chers. Donc voilà, là, il y avait moins 20% sur celui-là qui est fait à base de noix de cajou, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, base de noix de cajou, d'amandes, etc. Et qui permet de mimer un petit peu le fromage. Ça n'a évidemment pas le même goût que le fromage, mais voilà, une genre de bûche aux noix de cajou. Donc ça, c'était pour ce que j'ai acheté au bio. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'est donc ce que je vous disais, je suis passée au bio parce que le magasin bio n'était pas loin. Mais en fait, les courses qui m'intéressaient étaient ce qui se trouve là dedans. Donc ces courses-là, ce sont des choses que j'ai achetées dans un magasin de produits exotiques, donc qui vend des produits asiatiques de toute l'Asie, des produits russes et des produits africains. J'avais besoin de certaines choses qu'on ne trouve pas ni dans nos supermarchés, ni dans nos épiceries bio. J'avais pas envie de commander sur internet parce que ça fait faire des livraisons à tout va. Donc je suis allée là-bas. Voilà ce que je voulais et voilà ce que j'ai acheté. De la pâte de miso blanc. Donc le miso, c'est du soja fermenté et ça, on peut l'utiliser. Alors, vous connaissez probablement la soupe miso, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des sauces, que ce soit des sauces vinaigrettes ou pour faire des choses à tartiner. Il y a plein de recettes avec ça et moi, j'en utilise très souvent, donc j'en ai acheté. Il y a différents types de degrés de fermentation qui existent. Et moi, en ce moment, j'ai du brun et je voulais aussi du blanc, donc j'en ai acheté. Ça, c'était pas prévu, mais j'en ai pris parce que ce sont des marques qu'on ne trouve pas dans le conventionnel et notamment celle-ci, je l'aime beaucoup. Ce sont des tofu, donc ça c'est un tofu mi-ferme et ça c'est un tofu ferme. Je voulais des dattes et de la pâte de dattes pour faire des choses sucrées. J'utilise beaucoup les dattes pour sucrer un peu autrement mes préparations.
Je voulais de la farine de pois chiche, donc ça se trouve facilement en conventionnel et en bio, mais j'en ai profité d'être là-bas pour en acheter parce que c'est un peu moins cher et que j'en avais besoin. Je l'utilise ça pour faire des genres de crêpes, omelettes végétales, etc. Je voulais ça absolument parce que je veux tester d'en faire des choses aussi. Des patates douces violettes, donc c'est des patates douces japonaises entre guillemets, japonaises. C'est des patates douces qu'utilisent beaucoup les Japonais, qui sont violettes et je veux en faire des choses, je veux tester quelques recettes. Si jamais j'utilise ces choses-là à un moment donné, entre le tournage de cette vidéo et la sortie de cette vidéo, je vous montrerai évidemment ce que j'en ai fait. Et je voulais aussi ceci. Ça s'appelle du mung dal, donc c'est ce qui est écrit ici. Je n'en ai absolument jamais utilisé, mais je le vois de plus en plus souvent passer pour ce qui est de faire pareil comme l'histoire en fait de la farine de pois chiche, qui est assez commune en France maintenant, mais pour faire des types d'omelettes végétales. Donc ça, je le vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux anglophones. Et je voulais absolument tester, mais c'est des choses qu'on ne trouve vraiment pas, ni en bio, ni en magasin conventionnel ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est d'origine indienne et c'est pas encore arrivé chez nous, comme plein d'autres légumineuses. Donc mung dal, en fait ce sont des haricots mungo concassés, donc c'est des légumineuses en gros concassées. Et en fait ça voilà, comme plein d'autres légumineuses, on ne les trouve pas dans nos rayons à nous, et si jamais vous allez dans les supermarchés exotiques, pas uniquement les supermarchés asiatiques, hein, mais aussi des supermarchés qui ont des produits africains, etc. Vous trouverez beaucoup de légumineuses qu'on n'a pas en fait dans nos rayons à nous. Et c'est dommage, c'est tout simplement que ce sont des légumineuses qu'on n'a pas l'habitude dans notre culture d'utiliser, mais qui sont hyper intéressantes pour plein de vertus, plein de façons de les faire, etc. Et donc en ce moment, j'ai découvert des recettes, et maintenant que j'ai découvert ça sur mon Instagram, forcément Instagram m'en propose de plus en plus, donc pigeonne que je suis, j'ai envie de tester. Ce sont voilà, des recettes en fait pour faire des omelettes végétales. Voilà, la partie bio, je vous dis, c'est des choses que j'utilise régulièrement. Les tofus, les dattes, la farine de pois chiche, c'est des choses que j'utilise régulièrement. Mais les haricots mungo concassés, les patates douces violettes, etc., pas forcément. Donc c'est pour faire quelques tests parce que j'adore tester des nouveaux trucs. Des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas. Des fois c'est trop chiant à préparer et des fois ça... J'ai goûté une fois, je ne remangerai plus jamais, et des fois au contraire je goûte une fois, je me rends compte que c'est vachement bon et que c'est juste que je n'avais jamais testé, et du coup je décide d'en faire un répétitif de mon alimentation et je décide d'en manger un petit peu plus souvent. Donc voilà tout ce que j'ai acheté sur mes petites courses.
Bon, là du coup, je me rends compte quand même en montant cette vidéo que je vous dois quelques explications sur ce que vous voyez sur ces images. Donc premier truc, les petites boules violettes à la patate douce violette, la recette est en description. Par rapport à ce qu'il y a dans cette assiette, donc il y a, vous reconnaissez, des tomates, des courgettes, les petites boules au milieu. Le truc un peu blanc-beige, c'est du tofu fumé et les deux tartinades, il y a une tartinade aux haricots noirs et une tartinade aux haricots azuki et betterave. Si jamais vous voulez la recette de la tartinade aux haricots noirs, elle est dispo sur mon Instagram dans la bulle à la une recette. Et la tartinade aux haricots azuki, c'est la même base, c'est juste que j'ai ajouté une betterave dedans avec un petit peu de jus de betterave pour fluidifier le tout. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans l'assiette et je voulais juste revenir sur deux trucs un petit peu particuliers que vous me voyez faire sur ces images. Premier truc, vous constatez que je mange avec des baguettes. Enfin, j'ai toujours les deux sets avec moi, j'ai toujours baguettes et fourchettes et couteaux. En fait, les baguettes, j'ai pris l'habitude, il y a plusieurs années maintenant, de manger avec des baguettes et je le fais régulièrement, notamment parce que ça m'aide à manger moins vite. Et deuxième chose, vous constatez que je lis pendant que je mange. On dit souvent qu'il ne faut pas manger avec des distractions, c'est-à-dire avec le téléphone, la télé, lire, etc., etc. Alors moi, je sais que les écrans, ça ne m'aide pas parce que les écrans, ça me fait manger beaucoup plus vite et je ne suis pas du tout concentrée sur ce que je mange. Mais la lecture m'aide, pareil, à ralentir et en fait à du coup être beaucoup plus connectée à mes sensations. Si jamais vous avez un rapport à l'alimentation conflictuelle ou quoi que ce soit, la première étape n'est pas du tout de manger sans distraction. Manger avec une distraction, c'est ok, c'est pas du tout la première étape à l'amélioration du rapport à votre assiette. Et en plus, se forcer à manger sans distraction, c'est rajouter une énième règle alimentaire à toute la pile de règles alimentaires que vous avez déjà et qui sont en fait en très grande partie à l'origine de votre conflit à votre assiette. Donc voilà, je voulais juste commenter ce petit bout de vidéo. Je vous laisse regarder la suite. Bon, je vous prends pendant la promenade, on va papoter un peu, vous et moi. Je suis super contente parce qu'il recommence à faire frais. Alors je sais que c'est pas le cas dans toute la France, mais aujourd'hui nous là on a genre maximum 27 et vous avez vu là avec les images, c'est un peu couvert, il y a un petit vent frais et tout, donc ça fait trop du bien. Franchement, on respire mieux et ça c'est trop cool. Et en plus, dans la forêt, on perd encore quelques degrés. Donc pour moi c'est chouette et surtout pour Winky, pour les animaux qui souffrent beaucoup de la chaleur, c'est trop cool. Elle peut éviter d'avoir trop chaud. Donc ça c'est trop bien. Mais c'est pas du tout pour ça que je vous prends, je ne me suis pas transformée en Miss Météo. J'ai décidé que vous veniez avec nous pendant la balade parce que je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire notre petit topo
aménorrhée hypothalamique parce que c'est le thème du vlog d'aujourd'hui. Voilà, donc pour rappel, l'aménorrhée hypothalamique, c'est une maladie qui touche les personnes menstruées, qui est un arrêt des règles et plus généralement un arrêt du cycle menstruel décidé par le corps lorsqu'il est sous fort stress. Le stress peut venir de l'alimentation, du sport, du poids, du stress général, par exemple du boulot, etc. Et ce stress en fait fait que le corps va chercher à se protéger en supprimant certains fonctionnements qui ne lui sont pas vitaux. Je ne sais pas si vous saviez, mais le corps des femmes n'est pas qu'une usine à bébés. Et du coup, un cycle menstruel régulier et normal, entre guillemets, n'est pas en fait un truc vital pour le corps. En gros, c'est pas un truc de survie. Et du coup, quand le corps est trop stressé, eh ben, il met une pause à ce truc-là. Mais je vous refais pas tout le topo parce que je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que moi je suis tombée dedans. Donc non, le bodybuilding n'est pas le grand méchant de l'histoire. Je vous ai déjà expliqué les risques aussi d'une telle maladie. Beaucoup de femmes sont touchées, mais on n'en parle pas beaucoup. Et du coup, voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur tout ça, donc je vous la remets en haut quelque part. Allez la voir, parce que du coup, si vous voulez suivre un petit peu cette série en lien avec du coup la sortie de mon aménorrhée hypothalamique, ça peut être intéressant de savoir ce que c'est, pourquoi j'ai été malade, quels sont les risques, etc., etc. Et aussi un dernier petit truc parce que on m'en a parlé et je suis pas revenue dessus ou quoi que ce soit, mais c'est important de le savoir. Si jamais vous êtes sous contraception hormonale, vos règles ne sont pas de vraies règles, je vais y arriver. Donc vous pouvez être en AH, en aménorrhée hypothalamique, même en ayant une contraception avec des fausses règles entre guillemets. Donc maintenant que j'ai refait un petit topo de mise en contexte, qu'en est-il de ma propre personne ? Winky était en train de regarder un truc, en fait il y avait juste un oiseau et elle chassait l'oiseau, comme le grand prédateur qu'elle est. Pas du tout. Je suis guérie parce que j'ai déjà eu 3 cycles et que je suis dans mon 4e cycle. Donc l'aménorrhée hypothalamique, quand on a ses règles une première fois, c'est très bien, mais on peut considérer qu'on est guéri quand on a 3 cycles réguliers. J'ai tout commencé à mettre en place pour guérir de mon AH au mois d'août 2025 et j'ai eu mes premières règles au mois de février 2026. Donc j'ai eu mes règles en fait juste avant 6 mois. Je crois que genre il restait 2 jours et que ça aurait fait 6 mois que j'avais vraiment tout mis en place pour retrouver mes règles. Donc c'est assez marrant je trouve. Et mon premier cycle a duré 45 jours, mon deuxième cycle 39 jours, mon troisième cycle 26 jours et là je suis dans mon 4e. Ça fait déjà 33 jours et il n'est pas encore terminé, c'est-à-dire j'ai pas encore eu mes règles. La durée du cycle on la compte à partir du premier jour de règles et là je les attends, elles vont pas tarder je pense, c'est-à-dire que je sens que y a des choses qui se passent au niveau de mes hormones, j'ai des douleurs, une digestion qui est différente, j'ai des envies différentes, etc. Donc voilà pourquoi je peux dire que je suis guérie. En fait je peux dire que je suis guérie parce que j'ai eu 3 cycles. Le premier était assez long, 45 jours c'est assez long, mais en fait ce sont des cycles qui sont revenus régulièrement et donc ça veut dire que je suis sortie de mon aménorrhée hypothalamique. Comment j'ai fait ça ? Eh bien tout simplement c'était exactement ce que je vous expliquais dans la vidéo sur la hache, c'est pour ça que je vous conseille d'aller la voir. En fait j'ai fait tout ce que je pouvais pour déstresser mon corps, c'est-à-dire j'ai arrêté de compter ce que je mangeais, je m'autorisais déjà à manger de tout mais du coup j'ai continué, j'ai arrêté tout sport, vraiment. J'ai cherché à réguler mon stress, ça c'est la partie la plus difficile et d'ailleurs j'ai mis un suivi psy en place qui se passe super bien et qui m'aide énormément. Ça c'était pas que pour la hache, c'était de manière générale, je voulais avoir accès à un suivi psychologique parce que il y avait des choses qui étaient compliquées pour moi et j'ai réduit voilà globalement le mouvement, j'ai mangé en fonction de mes signaux de faim, etc., etc. Et donc la nourriture c'est dit, le mouvement c'est dit, le stress c'est dit et bien sûr je suis retournée à mon poids naturel. Donc les premiers temps, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait les premières semaines mon corps était super fatigué. Je me reposais tout le temps, je mangeais beaucoup, j'étais un peu à plat. En fait c'est pas du tout anormal, c'est quand on remet le corps dans de bonnes conditions entre guillemets, donc qu'on lui offre du repos, qu'on lui offre de la nourriture, qu'on lui offre des moments de calme en fait.
il en profite pour aller chercher le plus qu'il peut. Donc si jamais par exemple vous faites beaucoup de sport et que d'un coup vous décidez d'arrêter, il est fort possible que vous soyez assez fatigué. C'est plutôt normal, donc voilà, les premiers temps j'étais pas mal fatiguée et puis très rapidement en fait j'ai vu des signes un peu qui indiquaient qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc j'avais un peu plus de boutons, j'avais une digestion qui était un peu différente, j'avais des fois des douleurs au sein, des douleurs au ventre, etc. Donc ça allait plutôt bien. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin et en fait au bout de 2 mois je suis partie en voyage au Japon, 2 semaines et demie. Et en fait la façon que nous on a de voyager, c'est que quand on va dans un pays étranger, on n'est pas dans un endroit et on y reste, on ne bouge pas ou quoi que ce soit, on est vraiment des touristes en gros où on fait le maximum de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que on marche tout le temps pour visiter, on ne s'arrête pas forcément beaucoup pour manger parce que pour nous c'est un petit peu une perte de temps. Donc en gros ce qui s'est passé, c'est que mon corps était vachement reposé, en fait il commençait vraiment à bien se reposer et là je lui ai foutu dans la gueule un voyage de 2 semaines et demie, 3 semaines où ma régularité alimentaire a complètement disparu, je bougeais beaucoup, on faisait quelque chose comme 30 000 pas par jour, je ne mangeais probablement pas suffisamment ou pas assez régulièrement, l'avion, donc le voyage plus les fuseaux horaires différents ont de nouveau stressé mon corps. Enfin, bon bref, comment vous dire que là, ça l'a un peu mis à plat. Donc en gros, il s'est retrouvé de nouveau stressé et certains signes qui étaient apparus de retour des règles ont de nouveau disparu pendant le voyage. Donc bon, ça a reculé un peu ma guérison, mais j'aurais pas fait le voyage autrement. Honnêtement, voilà, je savais que c'était très temporaire et je pense que le Japon, on n'y va pas 15 fois dans sa vie non plus. Ou en tout cas, moi, j'aurais pas la chance d'y aller 15 fois dans ma vie. Donc on voulait profiter à fond et du coup, voilà, mon corps s'est senti de nouveau un petit peu stressé et ça a ralenti un petit peu, on va dire, ma guérison. Et puis, en rentrant, je me suis remis, voilà, dans une régularité un peu alimentaire. J'ai recommencé à manger plus régulièrement, à manger un peu plus. Le stress continuait, en fait, à descendre. Au niveau sportif, j'ai continué à ne pas en faire, sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, le sport, c'était quand même pour moi une façon de gérer mon stress, donc mon stress vraiment mental. Et donc, j'ai décidé de m'y remettre un peu. J'ai refait du sport, mais genre 2-3 séances par semaine à peine, et c'était des séances très courtes et très peu intenses. Donc, du vélo, j'ai un vélo à la maison, un vélo d'appartement, mais du vélo très light, très tranquille, de la mobilité, du yoga, des étirements, juste en fait du mouvement en plus de la marche que je fais tous les jours avec Winky, mais j'en avais besoin en fait pour réguler mon stress psychologique, et le stress psychologique reste un frein à la guérison de l'aménorrhée hypothalamique. Ça a vraiment été pour moi le plus compliqué, c'est-à-dire que moi, manger de manière libre, manger plus, manger dès que j'avais un tout petit peu faim, ça ne me dérangeait pas. Prendre du poids, il y a des parties qui ont été difficiles, je vous en parlerai dans la vidéo concernée, mais c'était pas non plus difficile. Réduire le sport, évidemment, ça me faisait chier parce que j'aimais beaucoup ça, mais je savais que c'était pour la bonne cause. En revanche, réguler mon stress, ça a vraiment été le truc le plus difficile pour moi, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez contrôlant, parce que j'ai ma propre entreprise, parce que j'ai découvert avec ma thérapie, en fait, mon suivi psy, que, chose que je ne savais pas, j'étais en fait autiste, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées, et du coup j'ai décidé de dire, je reprends légèrement le mouvement, j'avais besoin d'un peu plus de mouvement, et donc j'ai trouvé cet entre-deux de dire, je reprends à faire un peu plus de mouvement, rien de trop dur, rien de trop méchant, parce que j'en ai besoin en fait pour aider le point bloquant de la guérison, qui est le stress psychologique. Donc j'ai refait ça tranquillement, et puis en continuant mes efforts, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout de 6 mois, mes règles sont revenues, et depuis, les cycles ne sont pas exactement à 28 jours, ou exactement à 33 ou à 35, ou peu importe, mais elles sont assez régulières, et j'ai un corps en fait qui fonctionne assez régulièrement, c'est-à-dire j'ai des humeurs changeantes par rapport à mon cycle, mon corps change par rapport à mon cycle, ma digestion aussi, mes envies, ma faim, ma récupération, etc., etc. Et donc, on peut dire que je suis guérie de l'aménorrhée hypothalamique, ce qui est quand même super chouette. Du coup, j'ai changé de bras parce que ça commençait à faire un peu lourd sur l'épaule droite. Du coup, depuis que ces règles sont de nouveau régulières, qu'est-ce que j'ai changé ?
Eh ben, quelques petites choses et en réalité pas grand-chose. Donc en termes de sport, j'ai continué progressivement à rajouter du sport. Honnêtement, j'ai pas attendu la fin de mes 3 cycles pour augmenter l'intensité sportive. Je l'ai fait avant. C'est pas forcément ce qui est conseillé, mais pour moi ça a fonctionné et ça me faisait vraiment du bien. Donc j'ai réaugmenté le sport progressivement et puis depuis je suis de retour à quelque chose qui me convient pour l'instant. Mais je vous parlerai de ça plus en détail dans la vidéo qui sera en fait dédiée à ma routine sportive en ce moment, ou en tout cas à mes habitudes sportives en ce moment. Au niveau alimentaire, eh ben rien n'a changé, c'est-à-dire que je mange toujours régulièrement, je mange toujours quand j'ai faim. Je pense qu'en quantité du coup je mange plus, vu que je fais plus de sport, mais en fait comme j'écoute mes signaux, j'ai aucune idée des calories que je mange. J'ai pas du tout repris à compter ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans mes projets, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Au niveau du stress, comme vous le disiez, j'ai un suivi psychologique qui est, mais genre, qui me fait comprendre tout ce qui se passe dans mon cerveau, et il y a tellement de choses qui se sont débloquées avec ça. Je ne pourrai jamais conseiller assez à toutes et tous d'aller faire un suivi psychologique, même s'il n'y a pas forcément de choses très difficiles. Moi j'ai pas de trauma très difficile ou quoi que ce soit, mais c'est hyper important je pense de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour se sentir bien. Et donc ce suivi psychologique genre sur mon stress et même sur ma personne en tant que moi-même, il a tout changé. Donc ça c'est absolument trop cool. Je suis toujours en suivi, je vois mon psy assez régulièrement pour qu'il continue à m'aider à progresser. Et ça m'a beaucoup aidé pour le stress. Et la dernière chose, c'est mon poids. J'ai retrouvé mon poids naturel, donc évidemment j'allais prendre du poids en sortant des compétitions de bodybuilding. Et souvent quand on sort d'AH, on prend du poids parce que souvent l'AH est dû en partie à un poids qui est trop bas. Mais ça c'est pareil, mon apparence physique, etc. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Je ne sais pas du tout combien j'ai pris de kilos et de toute façon c'était vraiment pas la question. Genre ça a été le cadet de mes soucis. Enfin, comme je vous dis, il y a eu de la difficulté, mais à aucun moment donné je ne me suis dit que je grossissais trop, que je devrais pas grossir ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qui a changé ou pas depuis en fait que mes règles sont revenues. En fait, mis à part le sport que j'ai repris un peu plus intensément avec quelque chose qui me plaisait, et je fais attention à soutenir en fait cette pratique avec mon alimentation, ma récup, etc. Il n'y a pas grand chose qui a changé de quand j'étais en guérison. En fait voilà, j'ai retrouvé mes règles et je continue d'agir de la même façon sur tous les autres tableaux. Il y a juste voilà le sport où je peux reprendre quelque chose d'un petit peu plus intense qui me plaise plus que d'arrêter complètement tout mouvement en fait. Bon, j'ai fait une pause parce que je commençais à être essoufflée. En réalité, marcher en parlant de manière discontinue comme ça, c'est hyper cardio, voilà. Et du coup, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est en gros, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que je vais changer quoi que ce soit maintenant que mes règles sont revenues ? Eh bien, absolument pas. La seule chose qui va rester en fait dans ma tête, c'est que j'ai des cycles réguliers, certes. Alors, réguliers oui et non, parce qu'ils ne sont pas au jour exact, mais j'ai des cycles qui reviennent régulièrement. Mais en fait, je suis un corps à risque, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que mes règles sont très irrégulières. Ça c'est pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous parlais de l'aménorrhée hypothalamique, etc. Mais du coup, en fait, je peux pas faire comme si tout allait bien et comme si j'étais un corps qui avait toujours été en santé et qui serait toujours en santé. J'ai fait du mal à mon corps par le passé et donc je suis un corps un peu entre guillemets à risque. Ça veut pas dire que je vais de nouveau tomber dans l'aménorrhée hypothalamique, mais ça veut juste dire qu'il faut que je sois potentiellement un peu plus consciente de mes cycles menstruels qu'une femme qui n'aurait pas été en aménorrhée hypothalamique. Donc, putain, il y a une montée là. Quand je vous dis que papoter avec vous et marcher en même temps, c'est hyper cardio. C'est cardio sur le plat, mais alors quand c'est la montée, c'est encore plus cardio. Donc rien ne va changer, c'est-à-dire que je vais pas manger moins, je vais pas traquer mes calories ou mes macronutriments, je ne vais pas chercher à perdre du poids, je ne vais pas arrêter mon suivi psy, je ne vais pas chercher à contrôler mon physique, je ne vais pas chercher à faire encore plus de sport, je vais juste en fait vivre ma vie en gardant un œil sur mes cycles menstruels et si besoin en ajustant en fait tous ces sujets-là, donc le sport, l'alimentation, le stress, etc. pour m'assurer d'avoir un cycle menstruel qui reste en place, qui est sain et qui me permet d'avoir un corps qui me portera en santé jusqu'à la fin de ma vie.
Et aussi, je me rends compte, un dernier truc que j'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de la gestion du stress. Je vous ai dit que j'étais suivie psychologiquement par un psy qui est absolument génial, mais je vous ai pas dit aussi que j'avais levé le pied sur le boulot. Mais ça c'est pareil, si vous avez regardé le vlog numéro 1 de cette série, vous avez vu que dans les sujets que j'ai prévu de développer, enfin dont j'ai prévu de vous parler, il y a aussi une vidéo qui sera dédiée à ma carrière professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Enfin, qui sera dédiée à qu'est-ce qu'il en est en fait de mon travail de coach, etc. Parce que j'ai aussi des choses à vous raconter là-dessus. Mais voilà, ça a aussi fait réduire mon stress, clairement, de lever le pied sur le boulot. En conclusion, vous me connaissez, j'adore résumer tout ça. Je suis guérie de mon aménorrhée hypothalamique. Pour ça, j'ai agi du coup comme je l'avais prévu sur mon alimentation, mon sport, mon stress, et j'ai laissé mon corps retourner à un poids qui était celui dont il avait besoin pour être en santé. J'ai prévu de vous parler dans les vidéos suivantes de du coup ce que je fais comme sport en ce moment, de mon alimentation, de mon apparence physique et, comme je vous le disais, de cette histoire de travail. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas en commentaire. Voilà, je ne sais pas de quoi je pourrais vous parler de plus sur l'aménorrhée hypothalamique. Donc n'hésitez surtout pas. Si jamais vous êtes concerné par le sujet, allez voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je vous avais aussi mis des ressources là-dessus en barre de description. Et puis voilà, je pense que quand j'aurai monté tout ça, cette vidéo sera suffisamment longue. Et du coup, je pense que je vais l'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez bien aimé, à la partager, à la commenter, à faire tout ça. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura appris des trucs aussi. Et puis c'est tout. On se revoit dans 15 jours pour parler d'un des sujets prévus, mais je sais pas encore lequel. À dans 15 jours!